la thématique. Donc, c'est vraiment lui aujourd'hui, notre expert, qui va nous faire cette visite virtuelle. Donc, on va commencer la visite. Véronique, si jamais vous n'avez pas de son, vous pouvez peut-être faire un rafraîchissement de votre page du navigateur et normalement, ça devrait fonctionner. Bon, merci Alexia. Ouais. Oui. Oui. Je te laisse la parole. On commence. Ouais. Merci Alexia. Bonjour à tous. Je suis content aujourd'hui de pouvoir partager ma passion pour le Mexique, pour son histoire, son culture. Rien contre les Belges, mais c'est vrai que je me sens très content ici au Mexique et j'espère vous pouvoir contagier un peu d'une façon saine dans ces périodes de confinement. C'est parti. Alors, Teotihuacan, oui, c'est une des sites les plus visités dans le Mexique, presque 3 millions de visitants par an. Et bon, je vais expliquer pourquoi c'est un site exceptionnel. On l'a comparé avec la Rome, bien sûr qu'il y a énormément de différences, mais il y a quand même aussi de similarités, de similitudes. Il y a vraiment un avant Teotihuacan et un après Teotihuacan. Ça a marqué une période très importante dans l'histoire mésoaméricaine de cette région. Et c'est pour ça qu'on peut bien la comparer avec la Rome comme une base de la civilisation postérieure. Teotihuacan a commencé à être construit et à croître à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors aussi temporellement, elle coïncide un peu avec la Rome et son déclin a commencé dans le 7e siècle. D'accord. Du coup, là, on va commencer avec quelques questions, justement, dont on vous parlait tout à l'heure. On est curieux de savoir un petit peu à quel point vous connaissez Teotihuacan. Du coup, on a quelques questions pour vous. Voilà, la première question, c'est quelle était, à votre avis, la fonction de Teotihuacan à l'époque? Est-ce que c'était un centre religieux et spirituel? Est-ce que c'était un centre commercial? Est-ce que c'était un pouvoir militaire ou toutes ces fonctions-là? Et la deuxième question, c'est à combien de kilomètres selon vous est Teotihuacan par rapport à Mexico City? Voilà, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. D'ailleurs, pendant que les questions, enfin les personnes répondent aux questions, Jonas, est-ce que c'est vrai que Teotihuacan c'est plus visité que Chichen Itza? Et il n'y a pas beaucoup de différences, mais il y a quand même presque toutes les années, Teotihuacan gagne encore Chichen Itza. Mais bon, et à part que ça vaut la peine la visite, bon, ça s'explique aussi par sa position géographique. Teotihuacan étant proche de Mexico, une ville de plus de 20 millions de personnes, et avec un aéroport important d'entrée au Mexique, ça rapporte bien sûr au nombre de visitants. Et le même est le cas pour Chichen Itza, qui est proche de Cancun et le site le plus touristique, la région la plus touristique du Mexique. Mais bon, pour Teotihuacan, c'est sûr que l'urbanisme et son importance historique sont tellement impressionnants que ça apporte aussi à l'entrée des visiteurs. Ouais, c'est vraiment un site impressionnant, hein. C'est un site vraiment immense. Enfin là, pour l'avoir vu plusieurs fois, vraiment, c'est la première fois qu'on le voit, on est toujours assez impressionné par sa grandeur. Enfin, c'est vraiment majestueux comme site. C'est un de mes sites préférés, hein, d'ailleurs, au Mexique. Du coup, est-ce qu'on a les réponses des questions du sondage? Bon, très bien. Il y en a quelques-uns qui doivent encore un peu s'habituer à l'outil de questions-réponses, mais c'est déjà bien pour commencer. Et on voit que la bonne réponse à gagner, c'était en fait une ville qui avait plusieurs types d'importance et qui n'était juste
pas juste un centre religieux et spirituel, mais elle avait aussi beaucoup de pouvoir économique et elle contrôlait un réseau commercial et de partenariat diplomatique qui était sans doute aussi supporté par un pouvoir militaire. Mais on va parler de tous ces aspects avant de commencer la visite virtuelle même. On va encore se concentrer un peu sur l'importance de la ville dans tous ces aspects qu'il fait une ville exceptionnelle sans comparaison avec d'autres sites dans la région. Et à combien de kilomètres elle est du coup de Mexico City, cette cité de Teotihuacan? Bon, on voit que elle est au nord-est de Mexico. Ça prend une petite heure avec un peu de trafic toujours pour sortir de la ville. Elle est à 40 kilomètres. Elle est dans une vallée qui est connectée avec la vallée de Mexico, mais légèrement plus haut, à une hauteur de 300 mètres d'altitude à peu près du niveau Wow. de la mer. Ok. Et du coup, est-ce que on a une petite map là par hasard avec toutes les civilisations déjà précolombiennes Oui, bien sûr, quand on parle du Mésoamérique est comme région civilisatoire et c'est une région très complexe avec une histoire de plus de 2500 ans. Ça a commencé avec les Olmecs qui sont ici au centre, près du Côte de Golfe. Et c'est le premier peuple qui a commencé, par exemple, à construire des pyramides. Euh, qui a commencé à utiliser un système de calendrier très sophistiqué et qui a commencé avec un système d'écriture. Et tout ça avant 1000 avant Jésus-Christ. Bon, à un moment donné, ils ont abandonné leur région, ils se sont mélangés avec d'autres peuples. Ils avaient déjà beaucoup de contacts aussi, diplomatiques et commerciaux avec d'autres régions. Et alors, vers 500 avant Jésus-Christ, les Mayas vont adopter beaucoup de leurs connaissances et construire des villes dans le jungle et dans les montagnes. Et c'est le début d'une énorme croissance et évolution culturelle qui va durer jusqu'à l'arrivée des Espagnols en 1521 après Jésus-Christ. Bon, un autre peuple très important au sud, c'est les Zapotèques. Ils habitent dans la région actuelle, l'État de Oaxaca. Et eux aussi, ils vont apprendre beaucoup des Olmecs. Ils vont commencer à, entre autres choses, construire des villes cérémonielles impressionnantes et à un moment donné aussi développer l'orfèvrerie. C'est le petit objet qu'on voit là avec du turquoise. C'est un bijou d'un guerrier, un bouclier de guerrier. Alors très impressionnant aussi jusqu'à aujourd'hui. Visiter les ruines et observer les bijoux, un des héritages de ce peuple-là. D'accord. Et bon, cependant, au centre du Mexique, à gauche du plan, et on voit les Teotihuacanos, que je vais expliquer, c'est un mélange de différents peuples. On les appelle génériquement Teotihuacanos. Et eux, ils vont marquer toute l'histoire du centre et même des Mayas. Ils vont avoir une influence dans la région Maya, une influence politique. Et après leur déclin, il y a plutôt plusieurs petites villes qui vont essayer de remplir la vide politique et militaire et commercial qui est laissé par Teotihuacan. Par exemple, un exemple, c'est El Tajín, aux côtes du Golfe, habité par les Totonacs, et qui vont reprendre un peu la commerce de Teotihuacan. Une très belle architecture avec des pyramides, avec des petites fenêtres. On voit la pyramide en petit près du Golfe. Et ça va changer ce période, disons, de peu stabilité, de beaucoup de petites guerres. Il y a là vraiment une militarisation dans les années 700, 800. Et ça va changer dans les années 900 avec les Toltecs. Probablement une alliance des gens qui étaient originellement de Teotihuacan et qui ont quitté la ville
avec des guerriers du nord du Mexique. Ils vont fonder une ville qui est toujours une site archéologique intéressant aussi, Tula, la capitale des Toltecs. Eux, de nouveau, ils vont construire une empire qui dure à peu près 200 ans, mais ils vont aussi, eux, quitter leur ville. Et finalement, le dernier groupe qui vient du nord, c'est les Mexicas ou les Aztèques, appelés par les autres peuples, qui vont fonder une ville où se trouve actuellement Mexico, dans dans une île dans le lac de la vallée de Mexico. Et eux, ils vont aussi construire un empire qui, on le voit là, la manche un peu plus foncée, qui va couvrir une bonne partie du Mexique et qui va terminer cet empire avec l'arrivée et la conquête des Espagnols. Bon, Du ça, coup, c'est l'histoire mésoaméricaine. Du coup, si j'ai bien compris, Jonas, quand les Espagnols sont arrivés, il y avait vraiment plus personne à Teotihuacan. C'est vraiment la civilisation était déjà dans le déclin, voilà, plusieurs années, plusieurs siècles au précédent. Donc, quand les Espagnols sont arrivés sur le territoire, il y avait plus personne à Teotihuacan et c'était vraiment les Mexicas qui étaient encore présents à cette époque-là. C'est bien ça? C'est bien ça. Et bon, eux, quand ils sont arrivés dans la région, ils ont construit leur ville. Ils ont tout d'un coup réalisé qu'il y avait ce site énorme, légendaire, déjà couvert en grande partie par sable et terre et végétation, mais qui était clairement encore reconnaissable comme une ville qui était en ruine. Et ils ont commencé à s'identifier par certains éléments architecturaux, par les fresques qu'ils ont trouvées. Et ils ont commencé à vénérer ce site comme un site religieux, légendaire. Et ils ont fait des pèlerinages annuels ils ont même fait quelques fouilles et quelques restaurations. Alors oui, c'est toujours un site important. Et il faut savoir aussi que même tous ces peuples avaient d'autres langues, avaient d'autres traditions, avaient souvent d'autres dieux aussi, en partie. Ils partageaient certains traits qui sont communs pour toute l'histoire et pour tous les peuples mésoaméricains. Par exemple, la construction des pyramides, le calendrier, le maïs comme base de la nourriture et des légendes, et aussi par exemple le jeu de ballon rituel que je vais encore mentionner en plus de détails plus tard. Top. Du coup, tu nous emmènes. On va voir Teotihuacan. Ok, alors on démarre la visite avec une petite situation avec l'aide des images de drone qui va nous donner un aperçu global du site, de la structure pour ne pas se perdre plus tard quand on fait le zoom sur des différents bâtiments importants. On commence avec la vue de la pyramide du Soleil et le bâtiment le plus célèbre, le bâtiment oui, qui est le top pour tous les visiteurs. Et et que c'est une série de plateformes qui devient plus petit. Et même s'il ne reste plus rien, il y avait aussi un temple là-dessus. À la base, elle mesure 200 mètres et maintenant elle a presque 65 mètres d'auteur, mais elle avait peut-être 10 mètres de plus originellement, en incluant le temple. Si on tourne à droite, euh, on va voir que la ville est énorme. Elle couvrait à peu près 20 jusqu'à 23 kilomètres de surface. Et elle était traversée d'une énorme chaussée ou allée qui traverse à plus de 3 kilomètres toute la ville. Et on voit, si on fait un peu le zoom, qu'il y avait différentes sections tout au long de l'avenue. Et l'avenue descend un petit peu pour traverser une rivière. Et de l'autre côté, l'avenue termine sur une énorme place publique devant la pyramide de la Lune. Hein, ici, on voit la même allée vue de la pyramide de la Lune avec la pyramide du Soleil au fond à gauche. Ok, alors comme ça, on sait déjà un peu euh, les vues les plus importantes et on peut situer tout sur un plan
de la ville. Waouh! Et tu disais que la chaussée des Morts, elle mesurait 3 kilomètres. Il y avait combien d'habitants, du coup, qui vivaient à Teotihuacan à l'époque, à peu près? Et il y avait à peu près entre 100 et 150 000. C'est les estimations à partir des fouilles et le plan qu'on a fait. Et ce qui faisait alors, euh, ce qui donnait une identité partagée pour toutes ces personnes, et c'est que oui, le Teotihuacan est unique en termes d'architecture. Si on fait le zoom sur une des plateformes et qu'ils ont tous 4 ou 5 étages, et il y a un fort symbolisme dans ces plateformes parce que les 4 directions cardinales du monde étaient sacrées et séparaient la Terre en 4 secteurs pour ces anciens habitants. Et parfois, on montre encore le 5e direction, qui est la direction verticale au centre de l'univers qui connecte la Terre et l'inframonde au-dessous avec le ciel. Et on voit que chaque plateforme a une petite morceau incliné, ce qu'on appelle talud, et après il y a un morceau vertical dans chaque étage, entouré par un cadre qu'on appelle tableron. Et c'est ce tableau-là qui était peint avec des peintures murales très détaillées. Ok. Alors on va avancer avec le plan de la ville pour montrer tous les sites qu'on va visiter après que je vous dessine encore un peu l'importance et le statut exceptionnel de Teotihuacan. Là, tout en haut, au nord, on voit la pyramide de la Lune, qu'on voyait tantôt, avec une grande place en face, entourée de petites pyramides qui étaient aussi couvertes de temples. On descend vers la pyramide du Soleil, qui est à côté de la chaussée. Et tout au fond, dans le sud, on a encore une petite pyramide et entourée d'un grand bassin et des plateformes qu'on appelle la citadelle. C'est un nom qui date des Espagnols, de l'époque coloniale. Et tout est connecté avec ces grands chaussées des morts. Et entre les pyramides, on voit toute une série de palais et de temples où habitait entre autres où habitait l'élite des prêtres, des guerriers, des gouvernants qui avaient un accès exclusif au centre cérémoniel de la ville. Et c'est ça ce qui constitue le site qu'on peut visiter aujourd'hui, le site principal. Mais en dehors, on voit toute une série de petits quartiers résidentiels et ce sont des unités pour 50 jusqu'à 100 personnes qui étaient souvent liées parce qu'ils avaient une origine commune. Et c'est des clans de familles qui venaient d'une même région, qui avaient un certain lien ou qui travaillaient ensemble comme commerçants ou comme artisans d'autres qualités pour produire des objets, des outils de valeur pour l'élite, pour être utilisés dans les rites. Parce que bien sûr, il faut bien comprendre que c'était une ville théocrate qui était gouvernée par des religieux. Et on peut comprendre ça aussi parce que il fallait beaucoup de rites pour améliorer la fertilité dans le monde, pour collaborer avec les dieux dans le fonctionnement du monde, parce qu'avec les outils très primitifs qu'il y avait dans cette époque-là, c'était pas évident de nourrir 100 jusqu'à 150 000 personnes. Il n'y avait pas d'outils en métal, par exemple, euh, pour faciliter le travail des champs. Alors, ils étaient vraiment obsédés par tout ce qui concerne la fertilité pour le manipuler en faveur de la population et de la cultivation de nourriture pour la population.
Et Jonas, du coup, tu parlais de quartier résidentiel, mais les personnes qui vivaient là, au cœur de Teotihuacan, dont on voit encore les vestiges, on est d'accord que c'était vraiment que les personnes de la haute société. Il n'y avait pas les personnes du peuple, les paysans, voilà, les artisans qui vivaient dans La cette zone partie de Teotihuacan. centrale du plan, c'est vraiment entre les pyramides et ce n'est que les gens qui avaient une fonction d'élite, une fonction religieuse importante. Autour, il y avait des diplomates, par exemple, des commerçants, des gens aisés qui avaient une importance économique et politique et en fort lien avec les gouverneurs de la ville, mais ils, ils étaient déjà exclus du centre sacré de la ville. Et plus dans les banlieues, il y avait encore des artisans d'outils quotidiens, ils avaient les paysans, etc. Euh, alors, il y avait un certain ordre dans la ville, une certaine hiérarchie. D'accord. Bon, on va alors continuer à discuter un peu la forme de gouvernement de la ville. Il y a peu de choses qui sont sûres sur l'histoire de la ville parce qu'on n'a pas d'écriture, on a beaucoup de fresques, de peintures murales qui nous donnent des pistes d'analyse, mais beaucoup d'hypothèses ont déjà changé dans les plus de 100 ans qu'on a fait de la recherche sur Teotihuacan. Et moi je dois avouer que la plupart des choses que je dis, ce sont des hypothèses qui peuvent toujours changer. Quand on découvre des nouvelles choses, et ça c'est la chose fascinante de la science, que des anciens pensées peuvent changer tout le temps. Euh, notre support principal pour penser que le gouvernement était collectif, était corporatif, était partagé par différents groupes, et c'est cette vase ici qu'on voit à droite. Et c'est une vase qui a été trouvée dans une petite ville contrôlée par Teotihuacan, pas trop loin, mais hors du site. Et là, on voit que c'est une vase dédiée au dieu de la pluie, qui était probablement le dieu le principal qu'on voit à gauche. Et c'est une image qui est au fond de la vase. Et ce dieu peut toujours être reconnu par les cercles autour des yeux. Et bon, c'était le dieu principal pour faciliter la fertilité et la croissance des cultifs sur les champs. Alors, très important. Et à côté, on voit quatre personnages et qui sont en train de faire des rituels en honneur de cette déité et qui sont probablement issus de quatre groupes qui partagent le pouvoir. Et que ce sont des clans qui probablement étaient importants dans la fondation de la ville et qui après ont, avec des délégués, partagé le pouvoir. On m'en montre trois. Hein, à gauche, c'est de nouveau un prêtre dédié à ce dieu de pluie et il est accompagné par un jaguar. Au milieu, on voit un autre personnage et qui, devant lui, a un oiseau rapace. Et on voit que cet oiseau rapace va être prédominant dans un des quatre secteurs de la ville. C'est probablement le secteur qui était contrôlé par ce groupe qui partageait, qui participait dans le pouvoir. Et à droite, on voit la tête d'un type de serpent et avec une grande coiffe de plumes et aussi sur le corps, il y a des plumes, c'est le fameux serpent à plumes qu'on va encore revoir pendant notre visite. Du coup, si j'ai Alors, bien compris, Teotihuacan, c'était vraiment un peuple multiethnique. Du coup, est-ce qu'on peut supposer que chaque pouvoir était détenu par une ethnie différente? oui, le plus plausible maintenant, c'est que déjà au début de la fondation de la ville, dans le premier siècle, il y avait différents groupes d'un peu partout dans le Mexique, des Mayas, des gens du Côte de Golfe, des gens de Oaxaca, qui étaient toujours tous là pour une raison ou l'autre. On peut encore peut-être l'expliquer un peu plus tard. Et qui se sont installés dans leur propre quartier, qui ont fait un gouvernement partagé. C'est un modèle inspirant, même aujourd'hui, non? Et on sait que tous ces gens
faisaient leur propre truc, ils faisaient leur commerce, ils faisaient leur propre type d'artisanat, ils continuaient à vénérer leur propre dieu dans ce quartier, mais ils partageaient aussi un gouvernement qui gérait tout dans la ville globale et qui était responsable pour la relation de tous ces différents peuples, de toute la ville avec les dieux. Et alors, ça a apparemment marché pendant beaucoup de siècles, mais il y a aussi eu un moment où on pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes. On peut l'analyser avec l'image suivante. Et, bon, là, c'est encore une image qui montre les différents secteurs, les 4 secteurs, et qui étaient divisés par des grands allées et où dominait chaque fois dans l'art une de ces 4 animaux. Et le coyote, l'oiseau rapace, le jaguar et le serpent à plumes, qui étaient comme une emblème, une médaillon qui, euh, qui représentait ces différents groupes qui participaient au pouvoir. Alors, oui. C'est impressionnant ça. Et du coup, c'est le seul site archéologique au Mexique où on a trouvé des traces de pouvoir divisés au sein de plusieurs groupes d'individus ou il y a juste Teotihuacan? Il y a eu des systèmes mélangés. Par exemple, on sait que les Aztèques avaient un gouvernement, disons, on pourrait dire, de ministres avec euh, des gens de la famille, de la noblesse qui participaient activement dans le gouvernement. Et, mais ils avaient quand même un roi, qui est aussi le chef de l'armée et le chef des prêtres. Alors là, c'est un peu plus comme notre modèle. Il y avait quand même assez de pouvoir parmi les ministres, disons, mais il y avait toujours une tête. Et là, ça ne semble pas être le cas à Teotihuacan. Là, il y avait vraiment personne qui sortait, qui était plus important des autres. D'accord. Super intéressant comme organisation. Et c'est très différent des Mayas qui, pendant des siècles, on a eu un système de lignage, de dynastie, de rois. Et c'est pour ça aussi que l'écriture maya a été beaucoup plus développée que chez les autres civilisations parce qu'ils trouvaient important pour laisser un témoignage aux futures générations pour mettre en évidence leur achèvement, leur victoire, leur temple qu'ils avaient consacré, etc. Et c'est ça qui nous donne tout un aperçu beaucoup plus détaillé de l'histoire et parfois même une visite un peu plus facile pour les guides parce que là, on connaît même quelques intrigues dans ces dynasties de rois avec beaucoup de détails parce que dans les derniers 50 ans, on a déchiffré une bonne partie de l'écriture maya. Mais pour des villes comme Teotihuacan, il n'y a presque pas d'écriture et il faut se contenter avec des pistes archéologiques et de l'histoire de l'art en analysant des fresques, mais qui sont beaucoup moins claires que moins précise. l'écriture détaillée. On a une question là de Bertrand Dumarché. Merci Bertrand pour votre question. Les modèles religieux, économiques, politiques étaient-ils partagés entre les différents peuples mayas, aztèques et toltèques? Oui, ça c'est une grande question. On pourrait dire que comme ils ont tous le même idée principale mésoaméricaine qui sont partagées, ils ont tous une religion qui est basée sur le chamanisme et où on pense que tout est vivant dans l'univers, dans la nature. Et il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais dans la pratique, on pourrait dire, comme je l'ai mentionné, qu'il y avait pas mal de différences dans le système de gouvernement entre les différents peuples. Ce qui est quand même aussi partagé entre tous ces différents civilisations, même s'il y a des accents différents dans le gouvernement, c'est qu'il y avait une hiérarchie assez prononcée. Et on sait avec tous ces grands empires, les Toltecs, les Aztèques, les Mayas et les gens de Teotihuacan, qu'il y avait une vie quand même assez dure pour la population commune, les paysans, les artisans,
il y a beaucoup d'indications de mauvaise nutrition, de maladies liées à ça, qui laissent parfois une trace sur les squelettes, etc. Et qui montre que oui, l'élite quand même vivait en partie à dépense du peuple commun. D'accord. On a une autre question, Jonas, de Bruno. Donc merci Bruno pour votre question. Est-ce que les grandes pyramides, donc pyramide de la Lune et pyramide du Soleil, étaient habitées à l'époque? Non, mais je vais encore expliquer avec en plus de détails plus On le tard voit quand plus tard. on va faire le zoom sur les différentes pyramides. Vous allez en savoir un peu plus bientôt, Bruno. Alors, juste pour revenir sur la question du gouvernement, du système politique, le suivante image nous montre une fresque qui a un énorme serpent à plumes au centre. Et ici, sur le détail de ce fresque, on voit des différents animaux qui attaquent le serpent à plumes. Alors, on pense que ce groupe-là est peut-être lié aux Mayas et a voulu saisir le pouvoir au détriment des autres groupes, mais apparemment, finalement, ça n'a pas marché. Ils ont été, les rebelles ont été expulsés de la ville. Et ça a apparemment eu lieu dans les années 300. On voit aussi dans la ville qu'il y a beaucoup de changements d'idées et de changements de bâtiments, même des bâtiments qui sont détruits et reconstruits d'une autre façon. C'est aussi une période, on pense que la structure et le contrôle de commerce par Teotihuacan est devenu plus militaire, y a eu une politique plus expansionniste. Mais bon, tout ça, ce sont des idées qui sont des hypothèses qui sont soutenues par certains découvrements et certaines évidences archéologiques, mais comme j'ai dit, ce sont des hypothèses dont on n'est pas 100% sûr. Bon, on va alors continuer et je voulais encore montrer cette fresque pour montrer que presque toujours quand on voit des prêtres qui font partie du gouvernement, ils sont presque toujours en train de faire des rituels, comme ici, ils jettent des choses sur la terre, alors sans doute une rite de fertilisation de la terre. Très commun dans les fresques, dans l'art Teotihuacan, c'est ces virgules devant les personnages qui montrent, qui symbolisent du son et des chansons, des chants, des rituels et des prières, etc. On voit que le prêtre a une grande coiffe avec un type de reptile crocodile sur la tête. Mais on voit aussi que le suivant personnage dans la procession est exactement le même, comme une copie du premier personnage. Alors, il n'y a aucun trait individuel qui fait qu'un personnage pourrait paraître plus important que les autres. C'est pour ça aussi qu'on pense ça renforce l'idée d'un gouvernement collectif. D'accord. Et du coup, par rapport à la rébellion dont tu nous parlais sur la fresque précédente, tu nous disais qu'il y avait une hypothèse, voilà, de rébellion entre les différents pouvoirs à cette époque. Est-ce qu'il y a que ces fresques qui appuient cette hypothèse, ou est-ce qu'on a retrouvé des armes, par exemple, qui appuient aussi cette théorie? Non, on n'a pas trouvé des armes de cette époque-là, au plus que d'autres, ou des traces de bataille ou quelque chose. Euh, mais notre, par exemple, évidence archéologique qui supporte l'idée qu'il n'y avait pas de roi, c'est qu'on n'a pas trouvé des tombeaux royaux. Alors, là aussi, c'est très différent d'autres cultures comme les Mayas, où on a trouvé, même au sein des pyramides, des tombeaux royaux. Là, à Teotihuacan, il semble peut-être ils étaient incinérés, les personnages importants. On a trouvé en fait très peu de tombeaux de personnages importants. Et dans les quelques cas, on n'a pas, il n'y a pas de tombeau très spectaculaire avec beaucoup d'offrandes et avec beaucoup d'art pour décorer le tombeau, comme dans d'autres cultures, et chez les Zapotèques et chez les Mayas, par exemple.
Alors là, ça aussi, c'est une évidence indirecte que, euh, du système politique. D'accord. Ok, on va alors commencer euh, la visite, mais d'abord, je vais encore parler un tout petit peu sur la puissance économique, hein, parce que c'était une site sacré où venaient des pèlerins de tout le Mexique, du Guatemala, etc. Mais c'est aussi un moteur économique de toute la région et ça leur donnait une richesse énorme. C'était causé par le fait que proche de la ville, il y a des mines d'obsidienne très riches. C'est une verre volcanique et ils étaient très habiles à le travailler, et très doués et beaucoup d'expérience. Et c'était vraiment des experts. Personne aujourd'hui peut euh, faire des outils pareils. Mais ce qui faisait encore plus spécial et ce qui explique le monopole de Teotihuacan sur l'obsidienne, c'est que beaucoup de leur obsidienne n'était pas tout noir, mais avait un éclat vert doré qui lui fait ressembler un peu au jade. Et ici, on voit, c'est pas une pièce archéologique, c'est une reproduction faite par des artisans qui travaillent toujours dans la région de Teotihuacan et qui vendent leur travail comme souvenir. Bon, plus que souvenirs, c'est vraiment des objets d'art spectaculaires. Et c'est par ce couleur vert, ce semblance au jade, que tout le monde voulait le jade de Teotihuacan. Et alors, Teotihuacan avait le pouvoir de échanger ce jade contre le sel, contre les peaux de jaguar pour habiller l'élite, contre les plumes d'oiseaux tropicales, colorées pour faire les impressionnants coiffes. Et, et bon, oui, même, il y avait du turquoise qui venait des États-Unis. Bon, ce qui est aujourd'hui l'État d'Arizona. Alors, c'était des routes commerciales incroyables. Et surtout, quand on se rend compte qu'il n'y avait pas d'animaux de charge. Hein. Il devait tout porter sur le dos des commerçants, des porteurs. Bon, on va continuer avec un autre aspect qui est important pour ce site, c'est qu'elle n'a jamais été oubliée. Et c'est pour ça, ça explique aussi la popularité et le renommée de ce site. Lorsqu'il y a beaucoup de sites mayas dans le jungle qui ont été découverts que récemment, et ça prend du temps aussi pour qu'ils soient connus parmi les voyageurs, dans les guides touristiques, dans les agences de voyage. Là, à Teotihuacan, il y avait déjà des explorateurs dans les années 1800, dans les années 1700. Et même au début de l'époque coloniale, on voit ici le plan. À gauche, on voit les deux pyramides avec des petites pyramides autour et on voit le nom Oracola de Moctezuma. Et ça fait référence encore à l'importance du pèlerinage pour les Aztèques de visiter cette ville et faire honneur à leur dieu du soleil en face de la pyramide du soleil. Et bon, sur les prochaines images, on voit l'importance pour les explorateurs, pour les peintres, pour créer aussi à travers de leur peinture de paysage une identité collective pour les Mexicains, surtout dans le 19e siècle, après que l'État mexicain a été créé. Et on voit que les étages sont encore bien visibles sur les pyramides, mais ils sont quand même couverts de brousses de végétation. On a une question intéressante là, Jonas. Est-ce qu'il y avait une notion de frontière à l'époque entre les différents peuples ethniques dans la Mésoamérique? Est-ce qu'on avait vraiment une notion de frontière comme on l'a aujourd'hui entre les différents pays? Il y a une indication, bon, on n'a pas le temps pour entrer dans tous les détails, mais il y a une carte qui montre tous les alliés de Teotihuacan. Il y a quand même une idée qu'il y a certaines villes qui fonctionnaient comme postes pour contrôler les routes commerciales et pour défendre, disons,
la zone d'influence centrale de Teotihuacan contre d'autres peuples et qui quelques-uns étaient alliés aussi, mais d'autres étaient peut-être plus euh, comme des ennemis. Et alors, il y avait une certaine notion de frontière, mais par exemple, autour de la ville, on n'a jamais trouvé des structures de défense militaire, des fossés ou des murailles. Là, c'est un peu étonnant pour une ville de cette ampleur de 20 kilomètres carrés qu'ils n'ont jamais senti le besoin de se protéger euh, au centre de cette grande vallée. D'accord. Bon, bah, du coup, on peut aller à la pyramide du Soleil, on va grimper les marches. Oui, on va maintenant un peu se dépêcher parce que plus d'une demi-heure est déjà partie. Alors, on va entrer en plus de détails à chaque bâtiment. Là, on va s'approcher aux pyramides du Soleil, qui est pour eux le centre de l'univers. Et on voit qu'il y a une place cérémonielle en face qui était entourée de plateformes, d'escaliers, alors d'accès très limité. Probablement, ce lieu était réservé à l'élite, hein, alors invitation VIP seulement, et vous pouvez avoir accès à ces cérémonies. Et on voit une plateforme au centre et quelques prêtres étaient autorisés pour aller au sommet de la pyramide et faire entrer dans la pyramide, dans le temple au sommet et faire des rituels là. Pour eux, c'était une axe vertical qui connecte avec le ciel et avec l'inframonde. Et probablement, pour eux, c'était des lieux qui étaient habités par des esprits, par des ancêtres, par des dieux. Il faisait connexion avec ces êtres supranaturels. Et pour un peu revivre ce montée des prêtres jusqu'au sommet, on va alors faire un petit effort maintenant virtuel. Et on va commencer en bas de la pyramide et euh, monter jusqu'en haut. Du coup, Jonas, moi j'ai une question avant qu'on grimpe les marches. Est-ce que ces pyramides à l'époque, elles étaient peintes? Est-ce qu'elles étaient, voilà, est-ce que c'était de couleur brute ou d'une autre couleur? Est-ce qu'ils peignaient ces pyramides à l'époque? Oui, c'est une très bonne question. Là, on a justement une reconstruction artistique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'intérieur des murs, hein, des pierres volcaniques qui sont collées avec une type de béton, de plâtre qui est fait à base de chaux brûlés dans des fours, du sable et le jus d'un cactus qui était très gluant. Et ça donnait un stuc comme par exemple d'autres cultures, le Tadelac est en Maroc, c'est un autre exemple similaire, et même le stuc des Romains est très similaire. Et avec ça, ils pouvaient couvrir tous les bâtiments avec une couche brillante, polie, et qu'ils pouvaient peindre, donner du couleur avec des différents pigments, minéraux et même végétaux. Ouais, c'était magnifique, hein, ça avait l'air magnifique. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce pyramide a été construit en un jet. Du début jusqu'à la fin, ça a pris presque 100 ans, sont les estimations, avec une très grande force de travail de peut-être jusqu'à 20 000 ouvriers. Et alors, en différence avec la plupart des pyramides, au Mexique, il n'y a pas de petites pyramides au sein de ce grand pyramide, pas d'étape constructive antérieure. C'est pas comme Ils ont Chichen vraiment Itza, travaillé, vraiment. Mhm. c'est ça. Et il y a beaucoup de... bon, il y a ces deux approches hein, qu'on peut distinguer au Mexique. Et bon, on a fait quelques tunnels il y a beaucoup de temps et on n'a pas trouvé de chambre ou de pyramide antérieure à l'intérieur. Mais il reste quand même encore un peu de doute. C'est pour ça que je vais expliquer sur le suivante image qu'il y a dans les dernières années un projet euh, de grande technologie, quelque chose de très neuf
dans l'archéologie, c'est que sous la pyramide, il y a un tunnel. Ça semble être une constante sous tous les grands pyramides à Teotihuacan, mais même dans d'autres villes aussi. Il y a souvent un tunnel souterrain qui fait justement cette connexion verticale vers le ciel et vers l'inframonde. Et on a installé dans ce tunnel, qui a été découvert en 1970, cet appareil qui mesure des muons. Ce sont des petites particules cosmiques qui traversent toute la matière. Même notre corps est traversé par des millions de muons chaque seconde. Et alors, avec cet appareil, on essaie de détecter des anomalies dans la structure de la pyramide dans les différentes directions, et en mesurant des fluctuations dans ce flux de muons. C'est un petit escapade pour voir que l'archéologie, pour bien comprendre que l'archéologie aujourd'hui, c'est plus que l'archéologie d'il y a 100 ans. Il y a beaucoup de haute technologie qui est utilisée. Ok. Et du coup, pendant qu'on monte les marches virtuellement de la pyramide du Soleil, est-ce que tu pourrais répondre à une petite question? Est-ce comment on sait que les pyramides étaient colorées? Bruno nous demande. Est-ce qu'on a déjà retrouvé des éléments colorés? Oui, heureusement pour nous, les Teotihuacan, en plusieurs cas, quand ils voulaient construire quelque chose de plus grand, comme il fallait porter toutes les pierres sur les dos des gens, c'était beaucoup de travail pour faire des grands bâtiments avec des grands volumes. Et quand ils voulaient faire quelque chose de nouveau, on recyclait souvent les vieux bâtiments et au cœur des nouveaux bâtiments pour faire quelque chose de plus haut. Alors on a trouvé beaucoup de bâtiments qui avaient un vieux bâtiment au sein qui conservaient bien leur peinture, leur couleur. D'accord. Et on a combien de marches là? Parce que ça m'a l'air haut tout ça, là, la pyramide du Soleil. On a combien de marches en tout? Oui, là, préparez-vous. Ça, c'est le plus grand étage. Et en total, il y a 250 marches jusqu'au sommet. Alors, à Ah, cette altitude, il faut être en bonne condition physique. Hein. Là, on voit déjà la place cérémoniale en face, la grande chaussée. Et à droite, on voit toute une série de petits euh, maisons, palais, cours. Ça, c'était le quartier résidentiel des prêtres qui étaient responsables pour les cérémonies de la pyramide du Soleil. Et bon, on va continuer en haut. ouais, là au fond, c'est la pyramide de la Lune qu'on voit du coup. C'est ça. Mhm. Faut avoir une sacrée condition physique sous cette chaleur en plus, parce qu'il fait chaud à Teotihuacan, non? On a un climat assez aride. De ce que je vois, il n'y a pas beaucoup de végétation autour. Oui, juste maintenant, avril-mai sont les mois les plus chaleureux, avec moins de nuages, avec le soleil au zénith, presque au zénith, à midi. Alors, et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre, bien sûr pas Non. sur les pyramides, mais non plus dans la vallée, elle est assez sèche actuellement. Du coup, là, on est au sommet, non? Est-ce qu'on a Oui, retrouvé là, au sommet, est-ce qu'on a retrouvé au sommet de la pyramide du Soleil des vestiges, des statues, voilà, qui représentaient des dieux? oui, bien que avec oui, l'État le peut avancer de l'archéologie. En 1907, quand on a commencé à fouiller et restaurer la pyramide, et on a commis pas mal d'erreurs et on n'a pas bien préservé euh, le sommet. Alors, il y avait beaucoup de doutes sur le temple, sur les rituels qui avaient lieu là. Et on a, en 2015, fait des fossés pour voir ce qu'il y avait encore des restes offrandes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a trouvé ce dieu-là au sommet, enterré dans le fond du sommet. Et c'est un vieux dieu du feu, on l'appelle. C'est un vieux dieu qui existait encore parmi les Aztèques aussi. C'est un vieil homme. On voit sur le visage, il n'a plus de dents
et il a un type de récipient, un incensier sur les épaules ou sur la tête. Et c'est un dieu qu'on croyait qui habitait dans les volcans. Et ce qui est important à savoir, c'est que au début de la fondation de Teotihuacan, il y avait plusieurs de régions pas trop loin qui étaient menacées par des éruptions volcaniques, par les cendrées et les flux de lave volcaniques. Et c'est probablement cette groupe, cette population qui ont cherché un abri dans la région de Teotihuacan et qui ont participé à la croissance énorme à ce moment-là de la ville. D'accord. On a une question là de Bertrand qui est intéressante. Est-ce qu'il y avait une hiérarchie selon les pyramides? Est-ce que par exemple la pyramide du Soleil était plus importante que la pyramide de la Lune? Bon, aujourd'hui, on sait que le pyramide du Soleil et de la Lune, ce sont des noms qui ont rien à voir avec la fonction originelle des pyramides. Ce sont des noms inventés par les Aztèques. Les Aztèques avaient perdu le trace du fonctionnement et de la symbolique de la ville en grande partie parce que quand eux, ils arrivent dans la région et commencent à construire leur ville à Mexico, la ville a déjà été abandonnée à Teotihuacan depuis 6 ou 7 siècles. Alors, eux, ils n'avaient comme adiviné un peu et ils ont relationné des légendes à la ville en pensant que quand les dieux ont créé l'univers, le monde actuel, pour eux, c'était la 5e fois que le monde était créé, les dieux se sont rassemblés au site et pour choisir un dieu qui allait se sacrifier en se jetant dans un feu et être rené comme le soleil pour donner de la lumière au nouveau monde. Le dieu qui était élu n'a pas osé, alors un dieu plus jeune mais plus courageux s'est jeté, a sauté à sa place pour être rené comme le soleil. L'autre dieu, qui était le dieu avec plus de prestige, était très honteux, alors finalement a sauté aussi, mais on ne pouvait pas avoir deux soleils dans le monde. Le monde allait être trop chaud. Alors à ce moment-là, il y a un lapin qui est passé et un dieu a jeté le lapin au deuxième soleil pour éteindre sa lumière. C'est pour ça que beaucoup de peuples indigènes, encore aujourd'hui, voient le dessin d'un lapin dans la lune. C'est plein d'anecdotes, les histoires précolombiennes. Oui, mais par les découvertes archéologiques et les offrandes dans les deux pyramides, on voit que les deux étaient liés à la culte de la fertilité. Et comme on a trouvé dans la pyramide du Soleil des éléments liés à l'eau, mais aussi des éléments liés au feu, comme ces dieux des volcans, on pense que le symbolisme derrière, c'est que c'est les deux éléments qui aident à faire pousser le maïs dans les champs. C'est l'eau dont a besoin la plante, mais aussi c'est la chaleur du soleil, qui va faire croître les plantes. C'est peut-être ça l'explication de l'importance de ces deux éléments dans la fertilité pour ces anciens peuples. Mais on peut dire que leur fonction, leur symbolisme est pareil, mais la grande différence, c'est que probablement le pyramide du soleil était pour l'élite, réservé à un petit groupe, lorsque le pyramide de la Lune, avec sa place en face, est connecté avec la chaussée énorme qui était probablement utilisée pour des processions de la population, mais aussi de tous les visitants, de tous les pèlerins qui arrivaient à la ville et qui ensemble fait des pauses à chaque temple tout le long de la chaussée pour arriver à la fin en face de la pyramide de la Lune et là probablement faire des danses et des rites pendant des heures pour arriver à une transe qui pour eux était la façon de faire connexion avec leur Dieu, avec leurs ancêtres. D'accord, c'est super intéressant ça. D'ailleurs, maintenant qu'on a terminé voilà la présentation de la pyramide du Soleil, avant de passer à la pyramide de la Lune, on va vous poser une petite question. Voilà, à votre avis, que représentent les pyramides de Teotihuacan? Est-ce qu'elles représentent des tombeaux?
des montagnes sacrées, des monuments royaux ou des bâtiments pour impressionner les autres peuples? On vous laisse 2 petites minutes pour répondre. L'indice est dans l'image. Du coup, pour les personnes qui n'ont pas voté la première fois, en fait, il suffit de cliquer. Vous avez des petits ronds en fait pour pouvoir sélectionner la réponse que vous souhaitez. Et l'indice est dans l'image. Alors, Jonas, raconte-nous. On va voir les réponses. Et bon, moi, je suis bien content. Ou bien on a un public très informé déjà, qui s'est très, très bien préparé pour sa prochaine visite au Mexique. C'est en fait des montagnes sacrées. On le voit par outre très bien sur l'image au nom de la question que quand on voit le pyramide du Soleil à partir de la pyramide de la Lune, elle est complètement alignée avec une montagne qui est derrière. Et on ne peut pas voir les montagnes, mais ils ont sans doute monté sur cette montagne-là parce que derrière, il y a les 2 volcans qui sont encore enneigés parfois. Et c'est plus de la neige perpétuelle. C'est aussi ici, le changement climatique va très vite. Mais cette alignation était sans doute très importante pour eux et donne visuellement aussi indique la relation entre la pyramide et la montagne. Ça c'est et ça va, disons, faire le lien avec les histoires, les légendes sur la création de l'univers, parce que tous les peuples pensaient qu'il y avait au début de l'univers, de la création de l'univers par les dieux, il y avait que de l'eau qui a formé un grand lac, et ce lac primordial, là, il est sorti une pyramide sacrée, la première pyramide en forme de montagne qui s'est étendue pour former la surface de la Terre. Et le lac est descendu dans le souterrain, dans le inframonde. C'est pour ça qu'eux, ils croyaient, tous ces peuples mésoaméricains croyaient que les rites de fertilité devaient être dirigés vers l'inframonde parce que c'était là la source de toute l'eau et l'humidité et la fertilité dans le monde. OK. On va continuer alors avec la pyramide de la Lune. Encore une belle vue artistique et où on voit la chaussée de la mort avec tous les temples où ils faisaient des arrêts pendant leur procession. Et on voit très bien ici sur cette image la montagne qui est derrière, de nouveau, alignée avec la pyramide. Et quand on s'approche, on voit que par la perspective, la montagne semble devenir plus petite, la pyramide plus grande, et vont devenir un. Et finalement, la pyramide va se cacher après la pyramide. La pyramide va substituer la montagne derrière. Incroyable comment ils font on fait le dessin avec ce propos. Pardon, on est un petit peu en décalé. Est-ce qu'on peut monter sur cette pyramide de la Lune comme on monte sur celle du Soleil? Là, il y a une quinzaine d'années, ils ont limité l'accès jusqu'au sommet par des raisons de conservation. Et le sommet, là aussi, n'est pas très bien préservé et restauré. Alors, on ne peut que monter jusqu'au premier étage. C'est le petit avant-bâtiment là qu'on voit en face de la pyramide. Mais même si là, on peut monter qu'une vingtaine de mètres, la vue est vraiment très spectaculaire avec tous les bâtiments autour de la place, avec la chaussée et avec aussi un palais là à gauche qu'on va bientôt visiter aussi, qui est de nouveau le palais des résidents prêtres qui est responsable pour les cérémonies sur ou à côté de la pyramide de la Lune. Là, quand il y a des visitants qui n'ont pas trop d'énergie encore, récemment arrivés, qui ont encore des problèmes avec l'auteur, je dis toujours garde ton énergie pour juste ces quelques marches, ces 20 de mètres
parce que c'est vraiment une vue inoubliable. Là, on voit de nouveau le pyramide du soleil au fond avec la montagne. Bon, je ne vais plus trop dire sur cette pyramide, juste qu'il y a 6 pyramides plus petites à l'intérieur. Et en 2000, on a fait plusieurs tunnels pour les découvrir. Et on a vu qu'il y a pas mal d'offrandes. Probablement, chaque fois qu'il faisait un élargissement de la pyramide, ça s'était accompagné, cette nouvelle étape constructive, avec des offrandes. Et il y en a quelques-uns incroyables, comme le jaguar à gauche, toute une série de couteaux de obsidienne, souvent en forme d'éclair. C'était comme l'outil d'accompagnement du dieu de la pluie, et aussi des gens qui ont été déposés dans les offrandes. Dans ce cas, il n'y a pas d'évidence de sacrifice humain, mais il y a par exemple l'évidence d'un prêtre maya d'âge élevé qui, à un moment donné, par analyse de son squelette, on a vu qu'il est venu à Teotihuacan à l'âge d'à peu près 20 ans, et pour probablement continuer sa formation spirituelle dans ce centre renommé, et qui s'est fait apparemment dans une position assise de méditation. Apparemment, il s'est fait enterrer volontairement ou sous effet de, de substances psychotropiques. Mais comme un autosacrifice. Oui, pas d'évidence de panique, d'angoisse comme dans d'autres squelettes. Et en plus, il était debout. Il était accompagné de 2 animaux vivants. On a vu les restes des cages. Et il y avait un jaguar et un aigle qui sont enterrés vivants avec lui. Là, ce sont des petites fenêtres pour juste avoir une idée un peu plus détaillée qu'est-ce qui s'est passé, et qui complémente un peu le manque d'écriture historique dans la ville. D'accord. On va vite parce qu'on a déjà 1 heure. C'est tellement passionnant et tellement un sujet vaste qu'on pourrait en parler pendant des heures. Donc, c'est vrai qu'en 1 heure, c'est difficile de tout dire. Oui, vous pouvez s'imaginer plus de 100 ans de recherche, ça donne une quantité incroyable d'informations. Bon, ici, c'est intéressant aussi, ce palais a un grand cours à côté de la pyramide de la Lune qu'on a pu reconstruire complètement. C'est comme ça qu'on le peut voir aujourd'hui, avec des colonnes, avec des fresques au toit, avec des décorations sur le toit, avec probablement aussi un cours qui pouvait s'inonder avec une petite couche d'eau pour réguler la température, juste comme dans les palais et les villas romaines. Comme ça, c'est plus chaud pendant l'hiver. Cet espace est plus froide dans l'été, quand il fait chaud. Et donc ça, c'est le temple de Quetzalpapalotl, c'est ça? C'est ça, on l'appelle Quetzalpapalotl, ça signifie oiseau papillon, c'est un nom aztèque que les archéologues ont donné à ce complexe quand on l'a trouvé en 1940. On va voir une image d'exploration de ce site où on voit que les colonnes sont plus complets, les peintures murales non plus, les murs, les toits, tout est tombé, mais heureusement on a eu tous les éléments pour compléter le puzzle et faire une restauration exacte. Comment on a pu reconstruire les toits qui sont faits de bois, et notamment c'est par le fait qu'on sait qu'avant l'abandon de la ville, il y a eu une rébellion sociale contre l'élite, parce qu'il y a beaucoup de palais et de temples de l'élite qui sont brûlés. Et quand les toits sont tombés en brûlant, ils ont laissé une trace de charbon sur le sol qui indique comment il faut reconstruire les grands poutres, les toits. Ici, il y a encore une reconstruction artistique, comment était, avec toutes les couleurs, ce palais originellement. Et pour faire une petite zoom sur le détail des colonnes et expliquer pourquoi on l'appelait le palais de Quetzalpapalotl, c'est qu'on voit 2 oiseaux.
Et à gauche, on voit un hibou. C'était un oiseau de nuit lié au dieu du soleil qui descend dans l'inframonde pendant la nuit et qui était le symbole des guerriers. Et en fait, sur la poitrine, l'oiseau a un bouclier, une protection en forme de papillon. À droite, il y a un autre papillon qui est lié au soleil du jour. C'est le quetzal. Et c'est un oiseau incroyablement joli, avec des larges plumes vertes de couleur de jade, avec avec un visage plutôt rouge. Et toutes ces couleurs représentaient les raies du soleil, l'arc-en-ciel. Alors, des éléments symboliques très importants, très, très forts. Il y a d'autres peintures murales dans le palais, comme ces jaguars qui soufflent un coquillage. C'était un rituel très, très fréquent qui existe encore parmi quelques peuples indigènes. Et c'est un jaguar mi-humain, mi-animal, avec une coiffe de plumes sur la tête. Et il est en train de faire un rituel de fertilité symbolisé par les gouttes d'eau qui sortent du coquillage. Mais bon, on va avancer parce qu'il n'y a pas plus trop de temps. Et on a aussi trouvé une chambre qui était un bain à vapeur, un temazcal, avec un égout pour l'excès d'eau, avec aussi des traces de collagène et d'autres éléments qui font partie du sang qui montrent qu'il faisait des autosacrifices. On parle toujours des sacrifices humains et qui sont un peu barbares et tout ça, mais le sacrifice le plus fréquent, c'était l'élite qui devait offrir leur propre sang en perçant leurs oreilles, leur nez, leur langue ou leur pénis. Bon, ici, on voit une petite image de ce rituel qui est toujours effectué aujourd'hui avec un puits au centre où on ajoute des pierres brûlantes, très, très chaudes, qui sont chauffées dans un feu et qui sont remplies au couvert d'eau pour faire beaucoup de vapeur. C'est un type de sauna, mais il y a une forte symbolique cérémonielle. Il y a 4 sessions dirigées aux 4 directions cardinales. Et c'est aussi un type ça devient de plus en plus chaud. Chaque session, il y a plus de pierres qui sont ajoutées et ça forme un petit preuve mentale, de contrôle mental. Est-ce que je vais supporter ça? Est-ce que je vais entrer en panique? Et en même temps, c'est un type le symbolisme derrière, c'est un retour au ventre de la. Ah, on n'entend plus Jonas. Là, il y avait une petite interruption, vous m'avez bien compris? Oui. Non, est-ce que tu peux répéter du coup? On t'a perdu pendant un petit moment. Quand tu expliquais là le temazcal avec les pierres et la relation avec la terre. Oui, le deuxième. Ça va. Le deuxième symbolique est derrière, à part de l'utiliser comme, disons, outil spirituel de transformation mentale. Pour les anciens peuples, c'est aussi un retour, une petite mort, disons, symbolique pour retourner à la ventre de la mère terre, comme est montré ici dans cette petite expression artistique de la cérémonie, et être rené. Et c'est un peu un petit reset mental, spirituel des participants. Bon, j'ai participé dans quelques-unes de ces cérémonies et parfois il y a déjà des choses surprenantes qui passent quand même avec les personnes. D'accord. On va juste mettre en pause les questions. Désolé Catherine et Bruno, gardez bien vos questions. On va faire une session de questions-réponses là dans quelques petites minutes à la fin de la séance. Comme ça nous permet d'avancer un petit peu sur la visite. Donc du coup, on posera vos questions bientôt. Du coup, on passe sur la pyramide de Quetzalcoatl. Mais dans ce cas-là, je peux répondre qu'il y a à ce moment-là, c'est dans le palais même, il y a une chambre et avec un trou au fond, avec un égout souterrain sous la chambre qui faisait cette fonction de temazcal. Aujourd'hui, on utilise plutôt une structure d'igloo
qui vient des peuples du nord du Mexique qui ont meilleur préservé cette tradition. Mais à ce moment-là, il y a 2000 ans, c'était souvent une chambre intégrée dans le palais avec les autres chambres. Bon, notre dernière pyramide, c'est la pyramide du serpent à plumes. C'est une pyramide beaucoup plus petite et qui est couverte avec des structures, des sculptures qui pèsent presque 4 tonnes et qui sont insérées avec une grande partie derrière dans la pyramide, très impressionnant. Et on voit notamment à côté des escaliers et aussi sur chaque étage le tête du serpent avec des traits de jaguar aussi et avec un collier de plumes autour de la tête. Et il y a beaucoup d'éléments là, traditionnels et symboliques. Par exemple, beaucoup de coquillages qui font référence à l'inframonde. Mais bon, on n'a plus trop de temps d'expliquer le symbolique de la pyramide. On a eu de la chance de voir ces façades presque intactes. En 1930, quand on a fouillé la pyramide, on l'a trouvée comme ça, même encore avec des peintures, parce qu'en environ 300, on a détruit toutes ces pyramides à propos. On a effacé les autres 3 étages, mais de ce côté-là, la façade a été laissée intacte parce qu'on a construit un nouveau bâtiment contre cette façade. C'est pour ça qu'elle est bien préservée. Apparemment, ils ont dit c'est trop d'efforts pour détruire toutes ces sculptures des 4 côtés. Alors, de ce côté-là, on va construire quelque chose de nouveau et comme ça, on enterre ces vieux symboles qu'on ne veut plus. C'est peut-être ce grand changement de nouveau lié au soulèvement, au conflit entre les différents groupes en pouvoir. Et du coup, quel était le rôle de ce temple de Quetzalcoatl à Teotihuacan? Est-ce qu'on y faisait des sacrifices? Quel était le rôle de ce temple par rapport aux pyramides de la Lune et du Soleil? Il y avait un rôle symbolique, je vais y revenir encore, mais il y avait aussi un rôle important pour peut-être montrer le pouvoir d'un certain groupe, parce qu'autour, on a trouvé 170 gens qui sont sacrifiés. Et si ils sont mis dans des tombeaux très symétriques autour de la pyramide, il y en a quelques-uns aussi en bas de la pyramide. Et si on fait l'extrapolation de tous ces tombeaux, ça forme un dessin géométrique avec une totale approximative de 260 sacrifiés. Et 260, c'est un numéro très important parce que c'est le nombre de jours dans le calendrier rituel du Mésoamérique. C'était le calendrier plus important. En fait, on a découvert que si on va le coucher du soleil du sommet de pyramide du soleil vers l'ouest, on voit que les 2 dates que le soleil se couche juste en face sont séparées avec une période de 260 jours. Alors, ils pouvaient garder exact leur calendrier rituel juste en observant le soleil du sommet de la pyramide du soleil. Bon, ici, on voit la reconstruction spectaculaire de cette pyramide. Dès qu'elle a été reconstruite en 1930, on a utilisé cet espace pour faire des représentations théâtrales, comme on voit sur la prochaine image. On a reconstruit tous les temples pour faire une grande danse rituelle aztèque. De nouveau, c'est un espace intéressant pour recréer l'héritage, pour recréer un passé commun pour tous les Mexicains. Prochaine image, on voit encore un petit détail des guerriers ennemis qui ont été capturés et sacrifiés dans les nombreux
tombeaux autour de la pyramide. Ils sont attachés avec les mains derrière le doigt. On voit des restes de leurs colliers, de leurs armes, avec les points de flèches d'obsidienne. Et c'était sans doute, comme chez les autres peuples, la source le plus important des gens à être sacrifiés, c'était de capturer dans les guerres rituelles. Parfois, on faisait des guerres pas tellement pour conquérir des nouveaux territoires, etc., mais juste de façon rituelle, des combats homme à homme entre les guerriers pour pouvoir capturer des gens qui étaient sacrifiés après dans leur vie d'origine. Ça va? Ok. Donc, du coup, maintenant, on va voir. Il y a Bruno qui voulait voir un petit peu l'intérieur de la vidéo. La pyramide. Pardon. On est en décalé, du coup. Oui, c'est juste ça qu'on va faire. Oui. C'est ça la question. On voudrait bien rentrer dans la pyramide. On ne va pas rentrer dans la pyramide parce qu'il n'y a pas de tombeau ou de couloir dans cette pyramide. Il y en a très peu au Mexique, des pyramides comme ça, comme en Égypte. Il y en a quelques exceptions dans le monde maya, comme par exemple à Palenque. Mais ce qui est spécial ici, c'est qu'il y a des tunnels au-dessous de la pyramide. Et c'est juste ça qu'on va faire maintenant dans un petit vidéo, montrer le tunnel qui a été fouillé à partir de 2009 dans les dernières années. Elle était complètement remplie de matériel qu'on a dû enlever et le résultat est vraiment spectaculaire. Là, on voit l'archéologue qui est responsable pour le projet et à droite, on voit un jeune géologue français qui découvre avec lui le résultat de sa recherche. Nous devons employer les meilleures ressources et travailler de manière très intelligente. Cet édifice est trop important. Il est irremplaçable. J'ai entendu parler de grottes, voire même de tunnels sous certaines pyramides. C'est vrai? À 15 mètres sous nos pieds se trouve un tunnel que j'ai découvert. Sous nos pieds? Tout à fait. Sous la pyramide? Sous tout l'édifice. C'est un tunnel préhispanique qui est une métaphore du monde invisible. Comment l'avez-vous découvert? Mon équipe effectuait des travaux de conservation. Et un matin, en arrivant sur le site, on m'a informé qu'un trou était apparu devant la pyramide. Je me suis directement rendu sur place pour délimiter la zone. Et j'ai... Bon, l'archéologue responsable, là, il parle sur la protection de la pyramide et après sur la découverte d'un tir vertical qui descend 15 mètres. Et au fond, ils ont découvert l'entrée d'un tunnel de plus de 100 mètres. Et ce qu'on a trouvé là, c'est vraiment spectaculaire. Il y a presque 100 000 objets d'offrandes qui ont été trouvés. Et ils ont vu que c'est un espace rituel pour entrer avec quelques privilégiés prêtres pour faire des rites de l'inframonde. Comment ils ont fait rassembler ce tunnel à l'inframonde? Ils ont mis du mercure liquide au sol du tunnel pour rassembler avec le reflet des torches et des feux qu'ils portaient la mer, l'humidité qui était présente dans l'inframonde selon eux. Et au toit, on a appliqué du pyrite et des petits morceaux de pyrite et de poudre métallique pour faire semblant que c'était le ciel de la nuit avec les étoiles. Bon, comment il faut penser leur concept du Tlalocan, le lieu humide géré par le dieu de la pluie dans l'inframonde? Là, on a quelques idées à travers d'une fameuse fresque qu'on a trouvée dans les années 1960 et on va voir un petit fragment sur ce grand fresque-là pour avoir une idée de leur conception de ce lieu humide de l'inframonde où allaient aussi les dieux qui étaient touchés par un éclair, qui étaient noyés et qui allaient vers ce lieu spécial dans l'inframonde.
pour comprendre les civilisations dont la culture n'est pas écrite. Car par le biais de ces dessins, l'histoire d'un peuple nous est contée. Nous sommes devant les fresques de Tlalocan, certainement les plus spectaculaires du monde préhispanique. Dans le palais de Tepan-Tetla se trouvent des dessins d'un monde paradisiaque. Un monde où l'eau et les fleurs sont abondantes, où des festins sont organisés, où les gens jouent à la balle. L'élément central de ce dessin, c'est la montagne d'abondance. Une montagne d'où l'eau ne cesse de couler et où se trouve... Bon, là, on voit un peu la vue globale de la partie inférieure du fresque, où on voit toute une série, et comme expliqué un peu par l'archéologue aussi, de différents jeux rituels. On voit à droite un type de pétanque. En haut, on voit le jeu de balle qui était joué dans un terrain spécial et où on frappait le ballon avec le ballon de caoutchouc. Il connaissait déjà le processus de vulcanisation et il frappait le ballon avec les anches. Mais il y a d'autres endroits où il y a même de types de jeux de foot, etc. Il y a des gens qui sont portés sur le dos des autres. Il y a une petite danse au centre et où les gens prennent les bras des autres à travers des jambes comme les éléphants. Et il y a même ici à l'extrême gauche, on peut voir une figure qui a été prise par le bras et par les jambes aussi, qui apparemment est au point d'être sacrifiée. Alors il y a une deuxième interprétation, plutôt qu'un paradis dans l'inframonde, et ça pourrait aussi être une vue globale de toute une série de cérémonies à Teotihuacan, faites par tous les différents groupes qui avaient leur propre tradition, leur propre rites et cérémonies, en honneur du dieu de la pluie. Et la diversité des rites s'explique par le fait qu'il y avait tellement de groupes différents qui habitaient à la ville. Et bon, on va continuer notre histoire avec un détail de l'offrande qu'on a trouvé dans la chambre au fond du tunnel. Alors, au début, l'archéologue avait l'espoir que peut-être il allait trouver le premier tombeau royal à Teotihuacan, mais de nouveau, on n'a rien trouvé. On a juste trouvé des offrandes qui remarquent encore l'importance symbolique de ce lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que cette offrande ont plusieurs figures féminines qui sont beaucoup plus grandes que les hommes, qui peut-être indiquent que les fondateurs de la ville étaient des femmes, ou à ce moment-là de la fondation de la ville, ou quand le tunnel a été construit, les femmes prêtres étaient encore beaucoup plus importants qu'après, par leur lien avec la reproduction, avec la fertilité, etc. Bon. C'est intéressant ça, de voir que les femmes sont représentées de manière plus puissante que les hommes. Ça, c'est fascinant que les recherches continuent et chaque mois, chaque année, on a des nouvelles trouvailles qui bouleversent nos idées sur cette ancienne civilisation. Bon, pour terminer la visite, on va juste encore dire quelques mots sur les quartiers résidentiels et on a trouvé la plupart de ces fresques qui, comme j'ai déjà mentionné, sont presque tous pareils. C'est presque toujours des prêtres et des animaux qui sont en train de faire des rituels et cet art est fait à base de règles très strictes qui sont sans doute imposées par le gouvernement. Les artistes n'avaient pas trop de liberté. Il y a quelques petites exceptions qui sont très intéressantes où on montre des scènes de la vie quotidienne. Ici, c'est juste un exemple très intéressant. C'est un plongeur maya qui, probablement dans le côte du Golfe ou du Caraïbe, est en train de plonger entre les vagues de la mer pour récolter des coquillages à des différentes profondeurs. On les a pu identifier. Et il les met dans un filet autour du cou. Il a le front aplati typique des Mayas et les cheveux derrière la tête.
Ça, c'est vraiment sans doute un Maya qui est représenté là et qui avait cette profession spécialisée pour pouvoir plonger des minutes sans oxygène et obtenir cet objet de commerce très valué et pour, disons, fournir des objets rituels très importants pour l'élite. Waouh, elle est super bien conservée cette peinture et c'est super intéressant. Mais d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que le coquillage c'était vraiment plus important que l'or? Est-ce que c'était plus cher que l'or, par exemple, à cette époque? Oui, sans doute. Et tout ce qui avait une valeur rituelle importante, comme le jade, et pour symboliser la fertilité, comme le coquillage qui représentait le maire dans l'inframonde, mais qui pouvait aussi être utilisé pour s'adresser avec du son aux dieux dans les différentes directions cardinales, était très important. Et même aujourd'hui, ils sont toujours utilisés, ces trompettes de coquillage. Ici, c'est un exemple d'un coquillage qu'on a trouvé à Teotihuacan, très bellement taillé, décoré, avec un relief en représentant un dieu probablement de l'inframonde. Wow, il est magnifique, hein, ce coquillage. Merci beaucoup, Jonas, pour cette visite. C'était vraiment passionnant. Bon, on sait que voilà, on aurait pu durer 3 ou 4 heures sur ce sujet. C'est difficile de tout faire entrer en une petite heure. Du coup, maintenant, place aux questions. On va vous poser 3 petites questions sur la visite pour voir voilà comment vous êtes senti avec Quetzalpapalotl, Quetzalcoatl, voilà toutes les informations qu'on vous a données pendant la visite. Du coup, la première question, c'est que signifie Quetzalpapalotl? Donc, est-ce que ça signifie oiseau papillon, serpent à plumes, fleur jaguar ou lune soleil? En quelle année a ouvert la pyramide du soleil au public? Donc ça, je sais plus si on l'a dit, mais comme ça, ça sera une occasion d'en discuter. Et quelle était la richesse économique de la ville de Teotihuacan? Est-ce que c'était le pétrole? Est-ce que c'était l'obsidienne? Est-ce que c'était l'or? Ou est-ce que c'était les coquillages? Donc, on vous laisse 2-3 petites minutes pour répondre. Et après, on passera à la session questions-réponses avec Jonas. Donc, si vous n'avez pas pu poser toutes vos questions pendant la visite, n'hésitez pas, c'est le moment. Ensuite, après avoir vu les résultats de cette petite enquête, on activera le mode questions-réponses. Et du coup, vous pourrez sur la petite barre de chat poser toutes vos questions à Jonas si vous n'avez pas eu l'opportunité de le faire pendant la visite. Alors, Jonas. Très bien. Le palais de Quetzalpapalotl fait référence effectivement aux oiseaux et aux papillons qui font partie des images de prêtres et de guerriers sur les colonnes du cours principal. Deuxième question, en quelle année a ouvert la pyramide du soleil au public? Là, par notre vitesse de visite, et je ne crois pas que je l'ai mentionné, la date exacte, j'ai juste dit qu'ils ont commencé en 1907 et il fallait travailler vite parce que le président voulait ouvrir le site comme premier site archéologique en 1910 à l'occasion de la fête du centenaire de l'indépendance du Mexique. Alors en 1910, la richesse de la ville de Teotihuacan, pas de doute, presque là, et c'était l'obsidienne, très important pour des outils, pour les armes et comme objet rituel. Très bien, merci de votre participation et je suis ouvert à votre question. Et du coup, juste pour compléter pour la question numéro 1, alors oui, alors tous les mots en nahuatl se ressemblent un petit peu. Donc, serpent à plumes, c'est Quetzalcoatl. Et oiseau papillon, c'est Quetzalpapalotl. Du coup, ça se ressemble un petit peu, donc d'où la confusion. Donc voilà, un serpent à plumes, c'est Quetzalcoatl. Donc voilà, du coup là, on va activer. Oui, par exemple, fleur jaguar, ça serait Xochitl Ocelotl.
Là, c'est vraiment une langue pour se casser la langue parfois. Hein. C'est pas facile hein, pour les étrangers qui essayent de retenir tous les mots nahuatl, le maya. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots encore utilisés aujourd'hui dans l'espagnol mexicain qui viennent du nahuatl. Hein. Par exemple, Ah oui. papalote. Papalote, c'est le mot pour comète. Hein. C'est papalote. Oui, comète, non, normalement en espagnol. Ici, on dit papalote parce que ça vient du mot papalote pour dire papillon. Ah, d'accord. C'est intéressant, on en apprend tous les jours. On a une première question. Oui, c'est une question très intéressante, merci. On peut dire que jusqu'il y a 30-40 ans, les archéologues ont toujours essayé de compartimentaliser, d'étiqueter leurs recherches, leurs trouvailles, en essayant d'identifier toutes les civilisations fouilles archéologiques un peu plus de façon séparée. Ce qu'on a découvert dans les derniers 20 ans, 30 ans, c'est qu'il y a beaucoup plus de contacts entre ces différents peuples-là. Des contacts politiques, commerciaux et aussi en échangeant des connaissances et des idées religieuses. Mais par exemple, avec l'Amérique du Sud, là, les contacts sont très limités. Il y a une théorie pour expliquer ça. Et on a trouvé quelques coquillages de l'Équateur, par exemple. Aussi, les gens de Oaxaca, qui étaient les orfèvriers du Mexique, ont probablement appris les techniques d'autres peuples au Colombie, au Panama, qui étaient plus avancés dans le travail d'or. Mais hors de ça, on a très peu d'évidence de contact. Mais c'est facile à expliquer. Et, on peut s'imaginer Marco Polo qui fait le contact entre l'Europe et l'Asie. Là, c'était pas trop difficile parce que ce sont des écosystèmes avec des climats similaires. Ici, pour aller de la montagne du centre du Mexique jusqu'aux Andes de l'Amérique du Sud, les Incas, etc., il faut traverser toute une région tropicale, très bas, très humide, très difficile à traverser, avec la brousse qui pousse là. Et ça explique probablement les contacts très limités. D'accord. Mais au sein de l'Amérique, il y a beaucoup d'évidence de contacts très intensifs. Beaucoup plus qu'on avait pensé avant. Ok. On avait une deuxième question de Catherine qu'elle a posée tout à l'heure pendant la visite, donc je la mets ici. Donc, est-ce qu'on connaît le nom d'origine de la pyramide du Soleil ou le nombre d'or, pardon. Non, on ne connaît aucun nom originel, ni des bâtiments, ni de la ville même. Même Teotihuacan, c'est un mot aztèque. C'est un peu une déformation du mot originel utilisé par les Aztèques. On n'est pas 100% sûr du signifié parce que les racines qui composent ce mot sont un peu déformées, mais l'interprétation la plus acceptée, c'est la ville où les hommes devenaient comme les dieux. De nouveau, faisant référence aux croyances des Aztèques que c'était un centre de formation spirituelle. Mais il y a d'autres interprétations légèrement différentes. Non, heureusement pas. Il y a pas mal d'éléments différents, mais c'est surtout suer, offrir le sang à la terre, libérer l'esprit d'angoisse en chantant beaucoup, en utilisant du tambour traditionnel et en écoutant, disons, les mots sages de la personne qui dirige la cérémonie pendant le Temazcal. Mais en toute
la cérémonie de 4 sessions peut durer quand même 2 ou 3 heures. Et oui, je peux le conseiller à chaque personne qui est intéressée dans un certain niveau de spiritualité pendant les voyages. C'est très intéressant comme expérience, mais parfois c'est quand même fort. Il y a des gens où dans leur intérieur sont libérés des émotions très profondes, qui sont libérées tout d'un coup de façon violente. J'ai eu des expériences des gens qui font contact avec des esprits. C'est quand même parfois oui, un peu fort, mais sans doute intéressant. Ok. Encore des questions? Alors oui, on a encore des questions. On va les afficher de suite. Une question d'Élise. Les Aztèques ont-ils construit leur cité de manière similaire à celle de Teotihuacan? Encore une question très intelligente. Bon, il n'y a pas de mauvaises questions. Ils sont tous intéressants. En fait, c'est presque sûr que les Aztèques, en grande partie, se sont inspirés de Teotihuacan pour construire leur propre ville. Ils ont copié notamment le trace rectangulaire et qui respecte l'orientation de la pyramide centrale. Dans ce cas-là, de Teotihuacan, c'est la pyramide du Soleil. Et même des kilomètres en dehors de la centre-ville, les gens construisaient toujours avec exactement la même orientation qui a une déviation en fait de 15 degrés avec le nord. Mais les Aztèques ont fait la même chose. Ils ont tracé 4 kilomètres carrés du centre-ville avec une trace rectangulaire, pas seulement de rue dans leur cas, mais aussi de canal. C'était un peu comme la Venise des Amériques, la ville postérieure, capitale des Aztèques. Et on a une autre question de Corinne. Donc, sait-on comment la civilisation de Teotihuacan a pris fin? Donc ça, c'est super intéressant. Le déclin de Teotihuacan, comment il est arrivé? Oui, je suis content de cette question parce que bon, j'ai pas eu le temps pendant la visite de le mentionner, mais comme ça, je peux vous expliquer un petit peu. L'hypothèse le plus acceptée de l'abandon, de la raison, de la cause de l'abandon de la vie dans les années 600, c'est par le fait qu'il y avait des problèmes écologiques assez graves, probablement causés par le déboisement. Pourquoi le déboisement? J'ai déjà mentionné que pour chauffer et brûler le chaux dans les fours pour produire le plâtre, le stuc précolombien, oui, il fallait beaucoup de bois. Et à un moment donné, pendant des siècles, ils ont oui, construit des bâtiments énormes. Ils ont Ah, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre Jonas. Est-ce que pour vous, c'est pareil ou je suis la seule pour qui nous n'entendons plus Jonas? Ok. Bon, ben ça, c'est les aléas du live. Puis en plus, voilà, Jonas, il est un petit peu dans la campagne mexicaine, donc pas forcément une bonne connexion. Pareil à Lannion. Ah, mais il s'est complètement déconnecté, dis donc. Bah, on va peut-être attendre, voilà, 2-3 petites minutes que Jonas se reconnecte. Il est en train de se reconnecter là. Il a dû rafraîchir. Il est de nouveau parmi nous. Il va activer son micro et sa caméra. Il est en train de revenir. Là, bon. j'ai choisi oui, de passer le confinement à la campagne parce que c'est plus on a encore un peu plus de liberté qu'à la ville de Mexico. Ici, les choses sont plus relaxes. Les gens ont quand même des précautions, mais le contrôle n'est pas si strict. Alors, mais ça donne parfois des problèmes de connexion d'Internet. Ok, Ouais, bah, alors oui, c'est que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'on a eu, par le déboisement, des phénomènes d'érosion, on a perdu la fertilité sur les champs, on est
a commencé à avoir des problèmes de nourrir la grande population et les gens se sont soulevés, décidé d'abandonner l'élite, de quitter la ville et finalement bon, l'élite qui ne travaillaient pas leur champ eux-mêmes et ils n'avaient plus personne pour leur soutenir, ils ont dû chercher un meilleur destin dans d'autres villes en partant aussi. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de terminer? Je vois que Bertrand est en train d'écrire une question, donc on va attendre la question de Bertrand avant de nous quitter. En attendant, voilà, rejoignez-nous ce week-end. Nous avons 2 nouvelles visites. Donc, on a la rencontre des différences culturelles entre le Mexique et la France, mais aussi, voilà, ces similitudes parce qu'on va se rendre compte qu'il y a beaucoup, voilà, de connexions entre la France et le Mexique. Et aussi, le dimanche, on a une autre visite et c'est vraiment les 3 grandes étapes de l'histoire mexicaine, donc de la colonisation à la révolution et l'indépendance du Mexique. Voilà, donc restez connectés. Et si vous voulez participer à ces visites virtuelles, n'hésitez pas à nous contacter. On a voilà ces prochaines visites samedi et dimanche. Ah, Bertrand n'a pas finalement pas posé de questions. Bon bah si tout le monde voilà, si tout le monde a posé ses questions, on vous remercie vraiment pour votre visite. On remercie beaucoup Jonas aussi pour toutes les informations qu'il nous a apportées aujourd'hui. C'était vraiment hyper passionnant. J'ai redécouvert un petit peu Teotihuacan comme je l'avais pas visité de manière virtuelle, mais vraiment c'était différent comme visite et c'était vraiment agréable. Merci beaucoup aussi à Augustin qui était derrière à nous montrer toutes les images dont on avait besoin pour cette visite. Voilà, nous montrer la visite virtuelle, les photos, la présentation. Donc merci à Augustin, merci Jonas, merci à tout le monde. Voilà, toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui. On espère que vous avez bien profité. Et là, on vous laisse avec une petite vidéo. Et à la fin de la vidéo, alors c'est une jolie vidéo, essayez de la regarder jusqu'au bout, parce qu'on a vraiment des jolis plans. On a vraiment des jolis plans de vue, enfin du ciel, de drone de Teotihuacan, donc elle est vraiment vraiment jolie. Et puis après, ben ça sera terminé, ça sera l'heure de nous quitter. Voilà, un petit mot pour la fin, Jonas. Au revoir à tous. Bon, il y a 192 sites archéologiques au Mexique. Alors pour les passionnés des anciennes civilisations, on espère bien de vous voir dès que c'est possible au Mexique. On vous reçoit avec les bras ouverts. Et bon, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, à très bientôt.